Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de On s'autorise à penser. Aujourd'hui, on va parler de cinéma français. Certains aiment dire que c'est un cinéma populaire, engagé, proche du réel, mais derrière cette image, on peut se demander depuis quel regard ces histoires sont-elles racontées. Dans Bourgeois Gaze, la domination de classe au cinéma, Rob Grams analyse la manière dont le cinéma français est structuré par un regard bourgeois, un regard socialement dominant qui se présente comme neutre et universel, mais en fait qui façonne en profondeur la manière dont les classes populaires sont montrées, racontées, parfois même caricaturées et souvent invisibilisées. Et donc dans ce nouveau numéro d'OZAP, on va essayer de comprendre quel est ce regard bourgeois, ce bourgeois gaze qui domine le cinéma français. C'est parti pour un nouveau numéro. Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. Bonjour Rob, merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Alors que ton livre sort, donc, les éditions Les Liens qui libèrent, donc c'est le 4 février. Merci. Donc la première question en fait que j'ai envie de te demander, c'est surtout le titre. Qu'est-ce qu'exactement on appelle le bourgeois gaze ? Alors, bourgeois gaze, c'est un anglicisme pour regard bourgeois. Et par là, j'entends la manière dont, dans de larges pans du cinéma, le monde social est perçu à travers les lunettes déformantes de la bourgeoisie. C'est une référence explicite au male gaze, le regard masculin, qui avait été critiqué dans les années 70 et qui, depuis, a donné tout un rapport critique sur comment ce regard très masculin structure aussi le cinéma et puis même les arts visuels en général. Donc aujourd'hui, c'est un livre, mais à la base, c'était un article. C'est ça. En fait, ça a été une succession d'articles, le premier datant de 2021. Dans ces premiers articles, j'avais plutôt un traitement humoristique, c'était plutôt pour rigoler, même le concept, c'était un peu de la dérision. Et après, en fait, ça a un peu pris, ça a été repris dans divers articles, etc. Et c'est là que je me suis dit, OK, il y a peut-être matière à creuser et donner un petit peu plus d'épaisseur au concept. Le cinéma français se dit, je le disais en introduction, se dit souvent populaire, engagé, mais en fait, il est majoritairement produit et financé par une classe dominante et bourgeoise. En effet, c'est une des choses que j'ai regardé dans le livre. En fait, je cherchais des statistiques sur l'origine sociale des réalisateurs français et j'en ai trouvé assez peu. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les films des 35 dernières années, j'ai cherché l'origine sociale de ces réalisateurs et ce à quoi je suis arrivé, c'est environ 70% de réalisateurs issus soit des classes supérieures, de la petite bourgeoisie, voire de la très grande bourgeoisie. Et notamment beaucoup de fils ou filles d'eux. Et tu prends l'exemple de la fille de Vincent Landon et de Sandrine Kiberlin, qui a sorti un film. C'est même dès les premières pages, tu nous parles d'elle. C'est quoi ? Qu'est-ce que tu as voulu dire à travers cet exemple ? En fait, c'est le film qui, à ce moment-là, m'avait donné envie d'écrire l'article parce qu'il cumulait un peu tous les éléments de ce regard bourgeois. C'est effectivement réalisé par une Nepo Baby de 21 ans. Nepo Baby, donc les gens qui viennent déjà du sérail du cinéma. Ça se passe dans un Paris très bourgeois, autour de thématiques bourgeoises. Ça a eu très peu de succès, très peu d'entrées, alors même qu'il y avait eu de la prescription de la part des médias un peu typiques de la bourgeoisie culturelle, comme France Inter ou Quotidien. Et justement, les médias, t'en parlent aussi, des critiques cinéma, qui au final critiquent un cinéma qui leur parle, fait souvent par des gens qu'ils connaissent déjà. Et donc, du coup, la critique cinéma en France, en tout cas telle qu'elle est majoritaire, n'est pas forcément juste avec le cinéma. Enfin, justement, elle permet d'entretenir justement ça, ce regard bourgeois. Effectivement, en fait, il y a un chapitre où je m'interroge justement sur la critique bourgeoise. Pourquoi, en fait, il y a autant de films avec ce regard bourgeois très, très prégnant qui sont aussi salués par la critique et comment, en fait, cette critique reproduit ce regard bourgeois quand elle approche ces films-là. Et une des raisons, une des hypothèses que je fais, c'est que comme ils viennent du même monde social, ils sont capables d'assez bien identifier les torts ou les aspects positifs de films sur leur propre milieu social, mais qu'ils ont une certaine faiblesse d'analyse quand ça porte sur des milieux sociaux qu'ils ne connaissent pas. Et en fait, ils vont valider
les tropes alors préconçus en fait sur les films, typiquement les films sociaux, ce qu'on appelle les films sociaux, c'est-à-dire que les films qui parlent de la ruralité, qui parlent de la classe ouvrière, voire même qui parlent de la classe moyenne en réalité. Et justement, parlons de ces films dits sociaux, ces films dits sociaux. C'est la tragédie un peu, c'est ce que tu dis dans une partie, qui rassure les bourgeois. Est-ce que tu peux expliquer en quoi le cinéma dit social rassure la bourgeoisie ? Sur cette partie-là, je m'inspire d'un dossier des Cahiers du cinéma d'il y a une dizaine d'années qui s'appelait Le vide politique du cinéma français, avec des critiques comme Stéphane Delorme et Jean-Philippe Tessé. Et justement, ils parlaient beaucoup du cinéma social et ils constataient que c'est très très souvent filmé sous le mode de la tragédie. Et là, ce que j'essaie de dire, du coup, c'est que, déjà, je le constate, et je constate que depuis 10 ans, en fait, ça n'a fait que se confirmer. Et je pense que ça a une petite fonction qui est de dire, oulala, de se donner un peu de frisson, de se dire... C'est vraiment terrible, etc. Mais de jamais proposer aucune ouverture, aucun autre imaginaire, aucune perspective. Et que de ce point de vue-là, ça remplit donc cette fonction de bonne conscience bourgeoise, bonne conscience de gauche, etc. Sans aller au bout du processus, qui serait d'interroger ces structures en profondeur et d'en proposer d'autres. Justement, quels sont souvent les rôles qu'on assigne aux classes populaires dans ce genre de film ? Il y a plusieurs approches. Dans le cinéma, sur le travail, il y a une approche souvent un peu misérabiliste, un peu très complaisant sur une espèce de victimisation de ces personnages. Et après, il y a une autre approche qui est encore, à mon sens, encore plus problématique, qui est quasiment un rapport de sauvagerie, quoi. Vraiment des personnages qui sont carrément barbarisés. Ça rappelle presque des représentations coloniales. Enfin, je pense par exemple à La Tête haute, où il y a une dizaine de scènes de bagarre. Alors ils avaient pris un acteur qui venait des milieux populaires, qui était en CAP menuiserie, mais la réalisatrice justement n'arrivait pas à trouver d'acteur qui avait toute cette violence, et elle dit c'était embêtant parce que cet acteur était hyper sympa, hyper poli, bien élevé, et du coup il devait singer cette énorme violence qu'il y a dans tout le film pour que ça corresponde aux préconçus de cette dame qui elle-même vient de la très grande bourgeoisie. En parlant on en parlera un peu après, mais du coup là ça m'intéresse d'en venir là tout de suite. Tu parles ils sont souvent présentés comme des barbares, des sauvages, et notamment on le voit dans le film Athéna, dont tu parles, le film de Romain Gavras. Justement, qu'est-ce que tu en dis ? Et c'est vrai qu'on présente les gens issus de ces quartiers populaires comme une bande de sauvages prêts à tout pour casser du flic. Romain Gavras, c'est un cas intéressant parce que lui aussi, c'est un Nepo Baby, c'est un grand bourgeois, c'est le fils du réalisateur Costa Gavras. Il y a aussi cette dimension de tragédie. C'était un peu le film qui a poussé ça le plus loin, puisque c'était même affiché dans les dispositifs marketing. C'était une tragédie par Romain Gavras. C'est quelqu'un qui est assez amateur de riot porn. C'est en fait la fascination très esthétique pour les émeutes plutôt qu'un intérêt politique pour ces dernières. Ça s'était vu en fait dans pas mal de ses clips musicaux. Et il y a aussi pareil, dans les mises en scène en fait, de films de banlieue, il y a des patterns, des choses qui reviennent. Et c'est notamment une manière de filmer qui rappelle un peu les chaînes d'infos en continu, c'est-à-dire un peu une espèce de masse un peu grouillante. Et c'est difficile, y compris même des fois pour des réalisateurs qui viennent de banlieue, de s'échapper de toute cette histoire de films de banlieue, qu'on appelle les films de banlieue, qui ont traité de la banlieue sous ce cadre-là, quoi. Oui, parce que même dans Les Misérables, de Lajli, on peut parfois retrouver aussi cette chose-là, cette espèce de masse qui tout d'un coup peut devenir bruyante, sauvage et autres. Même, voilà, c'est dans ce sens-là où tu dis même les réalisateurs de banlieue issus des quartiers populaires, peuvent aussi parfois tomber dans ce prisme-là. Exactement, parce que Lajli, c'est un cas intéressant, parce que c'est quelqu'un qui vient vraiment d'un milieu ouvrier, qui vient de Montfermeil. Son père était boueur, donc c'est absolument pas quelqu'un qui est d'origine bourgeoise, mais son film, de facto, reprend certains des tropes bourgeois. C'est encore filmé sous le mode de la tragédie. C'est un point de vue très centriste qui met en équivalence la violence de la police et la violence des victimes de violences policières. Ça reprend des codes esthétiques très clipesque, et du coup ça s'émancipe pas réellement des représentations dominantes, et surtout ça suit le point de vue de la police. Ça c'est quand même la chose qui est particulière. On s'attend à voir un film fait par quelqu'un qui vient de Montfermeil, de son point de vue, etc. Et en fait on se retrouve à suivre 3 policiers de la BAC comme on aurait pu le faire dans BAC Nord, quoi. Mais justement, ce que j'allais dire, ça rejoint exactement ce qu'on voit dans BAC Nord, où là on est encore dans un autre degré dans la manière dont on suit la police, et
Et c'est amusant parce que le livre est un bon livre, hein, je le dis parce que je l'ai lu, et parfois il y a plein de traits d'humour, et notamment sur le policier incarné par Gilles Lelouch. Tu as quelques petits traits d'humour très caustiques dans le livre. Justement, Bac Nord aussi, il y a un souci aussi à ce niveau-là, la manière dont on parle de ces classes populaires aussi. Déjà, ça parle de Marseille. Marseille, c'est la deuxième ville de France et ça représente que 3% des villes qui sont représentées dans le cinéma. Donc déjà, il y a un gros problème. Bon, lui, en plus, c'est un réalisateur qui vient de Paris. Il filme Marseille, je pense, avec des références du cinéma américain, un peu comme on filmerait les gangs de Los Angeles. Ça se voit même d'ailleurs dans la manière dont, on va dire, les gangs sont représentés. C'est un point de vue très policier. Bon, le film a été récupéré largement par l'extrême droite, ce qui a l'air d'avoir surpris le réalisateur, mais qui pourtant a vraiment rien de vraiment surprenant. Et le traitement se prétend réaliste, mais en fait, on se rend compte que rien ne l'est. Les missions de la BAC sont pas celles-là. En fait, il a voulu faire un film d'action à l'américaine. C'est pas grave, mais le problème, c'est que le film a semblé porter un message politique, et pour cause, parce qu'il défendait une version d'une affaire réelle, et sur cette affaire réelle, il défendait la version des syndicats de policiers. Dans le cinéma dit populaire, parfois on ne montre pas le travail. Il y a toute une analyse sur le fait que le travail est si souvent absent des films en général. Est-ce que tu peux justement nous en dire plus ? Ouais, c'est un moment du livre où je fais un petit pas de côté, dans le sens où je pense pas que ça s'explique l'absence du travail, qui est très très peu représentée au cinéma, alors que ça occupe la majeure partie de la vie de la majorité des gens. Je pense pas que ça s'explique que par la mainmise de la bourgeoisie sur le cinéma. Il y a là, pour le coup, des difficultés intrinsèques de représentation qui sont liées à la nature du travail. La nature du travail, pour beaucoup de gens, elle est répétitive. Et filmer la répétition, c'est quelque chose d'assez compliqué, surtout dans le temps court des films, qui est en gros 1h30, 2h30. Et aussi parce qu'on est dans un cinéma qui est essentiellement narratif, qui est essentiellement voire de divertissement. Et pareil, c'est difficile de filmer l'ennui, c'est difficile de filmer le harcèlement au travail. Enfin voilà, ça pose pas mal de questions qui sont pour le coup pas que liées à la mainmise de la bourgeoisie, bien que ça y participe, parce qu'il y a aussi une méconnaissance de pas mal d'emplois. Il y a une difficulté à trouver des acteurs qui correspondent, et il y a aussi un mépris qui est typiquement bourgeois pour les questions matérielles. Mais tu dis aussi que parfois, il y a eu une période, notamment la Nouvelle Vague en France, qui a essayé justement peut-être même sur le travail de montrer autre chose, même de la manière dont on pouvait faire des films. Et ça a changé. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette réflexion-là. Ouais, il y a eu plein de, en fait, dans l'histoire, il y a eu plein de réflexions sur comment représenter le travail. Il y a notamment le film italien La Terre tremble, qui avait pris vraiment des pêcheurs siciliens. C'était tous des vrais acteurs. Et il y a toute une tradition comme ça de réalisateurs qui ont essayé de filmer le travail. Et ça s'est un petit peu perdu. Il y a encore des tentatives. Il y a Stéphane Brisé, les frères Dardenne, etc., qui essaient de mettre des acteurs, pareil, non professionnels, mais en réalité, ils mettent souvent un acteur connu au centre, et les personnages de travailleurs réels, entre guillemets, servent de décor. Donc on va dire que c'est un petit peu moins radical, un petit peu moins ambitieux que ce qu'on avait pu voir à d'autres moments. Est-ce que le cinéma français, justement, sur tout ce qui est le travail, les classes populaires, et avec ce regard bourgeois, essaie de se donner parfois bonne conscience dans la manière dont il choisit de montrer, voir les classes populaires, mais la manière dont il choisit de filmer toutes ces histoires ? Oui, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, en tout cas pour ce qui est du cinéma social, parce que c'est un regard souvent pseudo-humaniste, un peu condescendant, un peu paternaliste. Ils sont très contents justement de voir leurs clichés représentés de nouveau. Et après, ce qu'on appelle le cinéma social, qui est donc un faux genre. Le cinéma social, c'est ce qui traite de la majorité des gens, c'est-à-dire les classes populaires, les classes moyennes, c'est-à-dire 70% de la population, quoi. Et en fait, elle est très peu présente au cinéma. Et l'autre manière, c'est une survalorisation des personnages bourgeois et une surreprésentation de ces derniers. Je cite beaucoup dans le livre l'étude du collectif 50-50 qui peuple le cinéma français. Et eux, ils constatent que 75% des gens dont on connaît le milieu social dans les films viennent des CSP+, donc les catégories sociales, socio-professionnelles supérieures. Et justement, avec ce collectif 50-50, on parle aussi parfois de la formation, en tout cas de la manière dont les réalisateurs, d'où ils viennent, quand ils sont formés. Et souvent dans les écoles de cinéma, il y a très peu de représentativité des classes populaires ou des personnes racisées. C'est souvent un cinéma qui, peut-être 70%, même plus, se retrouve qu'entre blancs souvent et bourgeois très souvent aussi.
Ouais, tout à fait. Bah, comme je disais un peu tout à l'heure, j'ai pris donc un gros panel de réalisateurs. J'ai regardé, on arrive c'est ça, à peu près à 70% de réalisateurs donc issus des classes supérieures. Et du coup, ce qui frappe, c'est que le chiffre est assez proche en fait de la représentation des personnes des CSP+, dans les films. Donc en fait, je pense qu'il y a quand même un lien. C'est-à-dire que c'est pas automatique, c'est pas parce qu'on filme la bourgeoisie que le film a un regard bourgeois, et c'est pas parce qu'on filme les classes populaires qu'automatiquement on y échappe. Mais on voit qu'il y a quand même une corrélation forte, rien que quand on regarde les chiffres, quoi. Et du coup, comment on peut sortir de ça? Est-ce que justement, il y a des réflexions autour de sortir de ce schéma-là, où finalement le cinéma s'ouvrirait à d'autres personnes, ou qu'il pourrait accéder au financement? Parce que c'est surtout ça, le nerf de la guerre, c'est comment on finance les films aussi. Est-ce qu'il y a des choses Bah alors, du coup, il y a plusieurs propositions qui existent sur la table, dans laquelle je me porte un peu en faux. Bon, il y a un peu l'inclusivité, les quotas, etc. Ça, je pense que pour les catégories populaires, ça s'applique assez mal. Après, il y a les propositions de la droite et de l'extrême droite qui sont de supprimer toute forme de subvention, supprimer le CNC, etc. Que ce soit un marché libre et non faussé. Ça, j'y crois pas du tout. Quand on fait ça, on supprime, en fait, on détruit les cinémas nationaux. Donc, sur ça, je me porte un peu en faux, parce que donc ce livre, il est écrit dans le cadre de Frustration Magazine, dans une collection Frustration Magazine. Et Frustration Magazine, c'est un média anticapitaliste, voire même révolutionnaire. Et de ce point de vue-là, ce que j'essaie de montrer, c'est qu'il y a une corrélation entre le niveau de conflictualité de classe et l'apparition de discours plus radicaux, d'approches plus radicales et de représentation des classes populaires. Et je donne plusieurs exemples. Bon, le néoréalisme italien dont on parlait juste avant, donc dans les années 40-50 en Italie, ça arrive après la guerre, au moment où le Parti communiste italien est très fort, le nouveau Hollywood, le cinéma américain des années 70, où il y a eu plein d'expériences très radicales, etc., une plus grande représentation des minorités, moins des femmes, mais ça c'est encore un autre sujet. Et c'était lié à une très très forte conflictualité dans la société, avec le mouvement contre la guerre au Vietnam, le mouvement pour les droits des Afro-Américains, etc. Voilà. L'Amérique du Sud aussi, l'exemple du Brésil, l'Argentine. Absolument. Et c'est là où en fait il y a aussi des propositions un peu concrètes, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui essaient aussi de produire des films différemment, de faire des cinémas itinérants, de produire avec très peu de moyens, etc. Et là, évidemment, ça change aussi le regard. La manière de produire, le niveau de hiérarchie dans le tournage joue aussi sur ça. Il y a aussi quelque chose que tu dis beaucoup, tu l'as un peu dit aussi là tout à l'heure, dans le cinéma dit social, ou même dans le cinéma français peut-être plus globalement, on n'ose pas forcément aller dans un sujet plus politique. Par exemple, typiquement, les bourgeois sont rarement critiqués pour ce qu'ils sont, ou en tout cas très mal critiqués. Tu prends l'exemple de réalisateurs qui arrivent à bien le faire, c'est le réalisateur du film Parasite ou de Snowpiercer, qui arrive à critiquer la bourgeoisie et les rapports de classe de la bonne manière, ce qu'on a plus de mal à trouver dans le cinéma français, même s'il y a peut-être des contre-exemples. Je pense que la critique, il y a une critique de la bourgeoisie qui existe, un petit peu de dérision, quoi. C'est-à-dire, on se moque de leurs petits défauts, un petit peu de leur avarice, c'est quelque chose d'assez pressant dans la comédie française, mais des critiques assez radicales, anticapitalistes, etc., de la bourgeoisie, ça reste assez rare. Alors même que Parasite, par exemple, c'est un bon exemple sur le papier. C'est un film d'auteur sud-coréen. Il y a peu de chances que ça fasse un carton. Et en fait, ça a été un gros succès populaire. Ça a été le plus gros succès populaire pour une Palme d'Or depuis Pulp Fiction. Donc en fait, il y a quand même un attrait pour des critiques un peu sévères de la bourgeoisie, quoi. Et justement, tu parlais de Palme d'Or. Quelque chose que j'ai appris dans le livre, c'est que le Festival de Cannes est d'abord un festival antifasciste au départ, créé par, notamment, il a été fondé en partie par des gens de la CGT, mais avec les années, il a peut-être perdu un peu ça, c'est ce que tu racontes dans le... Oui, exactement, ça a été fondé, en fait, au départ, c'était une initiative du Front Populaire, ça a été interrompu à cause de la Seconde Guerre mondiale, et ça a été repris après. La CGT, effectivement, était, je crois, très majoritaire dans le conseil d'administration, et c'était une réponse à la Mostra de Venise, qui, elle, avait été faite par les fascistes, en fait, avec l'appui de l'Allemagne nazie. Donc, c'était une approche là aussi très sociale, très politique du cinéma. Ça s'est effectivement perdu au cours des années. C'est devenu un festival. Au niveau des films, il y a encore plein de choses de qualité. Par contre, tout l'univers autour est devenu très... c'est devenu presque une incarnation de la bourgeoisie. Je veux dire, chaque année, on regarde le tapis rouge, c'est des pubs permanentes, etc. Et ça, c'est intéressant parce que de voir que un festival de films d'auteurs artistiques devient à ce point-là représentatif d'un certain microcosme
film bourgeois, c'est assez intéressant. Et du coup, il y avait déjà des réalisateurs qui s'en étaient rendus compte. C'était au moment de mai 68, où les réalisateurs de Nouvelle Vague disaient c'est délirant, on ne peut pas faire le festival de Cannes alors que toute la France est en ébullition. Et c'est là qu'en fait avait été fondée la quinzaine des réalisateurs, qui est donc un festival concurrent qui se passe à Cannes au même moment. Aujourd'hui, je pense qu'il y a à peu près les mêmes... ça a suivi un petit peu le même chemin que le festival de Cannes, mais bon, quand même, voilà, il y avait eu cette initiative. Justement, parfois, les palmes d'or, en tout cas dans le livre, tu les épargnes très souvent, et notamment le film de Ruben Östlund, qui donc, a eu la palme d'or, qui a été très critiqué, justement, par des critiques de cinéma. Et qu'est-ce qu'il a, ce film, et pourquoi, finalement, il est critiqué souvent par les critiques de cinéma bourgeois, pour la plupart? Qu'est-ce que ce film, en quoi il les dérangeait? Bah, ça m'a. Oui, c'était curieux. Normalement, un film qui a la Palme d'Or, ça fait plutôt un consensus critique. Il y a des pronostics avant, un petit peu comme au foot et tout. Et là, bizarrement, il y avait quand même des critiques qui avaient bien aimé, mais le consensus était beaucoup moins fort. Il y avait énormément de critiques, donc je me suis demandé pourquoi. Déjà, parce que là, on est dans une représentation très sévère de la bourgeoisie et de la classe capitaliste. Ça se moque d'eux. Enfin, ça montre un peu, d'ailleurs, de manière même corporelle, quoi. Je veux dire, ils vomissent, ils défèquent, etc. Il y a un côté un peu potache. Et il y a un discours, pour le coup, qui est, je pense, authentiquement marxiste, qui est assez intéressant. C'est-à-dire que, je vais spoiler un tout petit peu, mais c'est sans essayant de pas trop en faire. Mais dans la première partie, on voit vraiment l'exploitation, la domestication des travailleurs sur un bateau de croisière par des ultra-riches. Après arrive un incident, ils échouent sur une île. Les bourgeois savent plus quoi faire. Ils travaillent, ils savent pas travailler. Et là, pour le coup, la classe dominante devient la classe de ceux qui étaient domestiqués. Ils se mettent à travailler. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait un problème d'analyse. Déjà, ils disaient c'est cynique, etc. Enfin voilà, un film qui montre la lutte de classe. Voilà. Mais il y avait un autre point qui était intéressant, c'est qu'il disait que c'était tout le temps une sorte d'inversion cynique. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde serait méchant du début à la fin. C'est une approche très morale. Et du coup, à la fin, ce serait... les travailleurs qui domineraient les bourgeois. Mais c'est pas du tout ce qui se passe dans le film. En fait, à la fin, ceux qui travaillaient déjà au début continuent de travailler. Simplement, ils ont les fruits de leur travail. Donc, c'est cette incapacité à comprendre même le discours du film, le propos du film, c'était intéressant, quoi. Je trouvais que c'était très symptomatique. Tu peux rappeler le titre du film? Triangle of Sadness en anglais et Sans filtre en français. Justement, les films avec ce regard bourgeois sont souvent tournés, tu l'as un peu évoqué un peu avant aussi, à Paris, dans des appartements géants, et qui souvent, moi, le truc que j'aime bien faire quand je regarde un film, c'est de voir si le métier de la personne correspond à la taille de l'appartement qu'il a. Parce que quand on est un étudiant et qu'on arrive à avoir 70 mètres carrés dans Paris, c'est pas la réalité. Et c'est souvent, parfois dans les films français, ce qu'on voit là. Comment on explique ce regard parisiano-centré? On filme très peu hors de Paris. Enfin, il n'y a pas beaucoup de films qui se passent dans d'autres villes et surtout pas dans des milieux populaires. Comment ça s'explique, entre guillemets? Il y a pas mal de choses intéressantes. Déjà, je trouve que ce décalage classe sociale, travail et habitation, c'est quelque chose de très marquant qu'on retrouve souvent, qui frappe souvent. Ça se passe beaucoup dans le cinéma américain aussi. Oui, je cite Flashdance, Stigmata, c'est deux femmes qui sont des travailleuses très précaires, et une qui est gogo danseuse, l'autre qui est coiffeuse, dans mes souvenirs. Et elles vivent dans des lofts énormes à Pittsburgh, etc. Je suis allé vérifier quand même les prix des loyers à l'époque, ça n'a pas de sens. C'est quelque chose qui est beaucoup moqué pour Emily in Paris, etc. Bon, des fois, c'est parce qu'il faut faire rêver un peu. Des fois, c'est des questions de mise en scène. C'est difficile de filmer dans des appartements étroits. Bon, après, on peut les reconstruire en studio. Mais bon, c'est là, déjà, il y a un truc qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une méconnaissance des habitats populaires. Et ensuite, sur les autres points, oui, en fait, il y a une surreprésentation totale de Paris. Et pas de n'importe quel Paris, en fait, du Paris bourgeois. Il y a une phrase qui est très bien dans l'étude dont j'ai déjà parlé du collectif 50-50. Ils disent que l'imaginaire géographique est aussi un imaginaire social. C'est-à-dire que quand on voit Paris, c'est très majoritairement le Paris bourgeois. Et effectivement, en fait, ça se voit même au niveau des tournages. À peu près 50% des tournages sont réalisés en Île-de-France. Quand ils ne sont pas réalisés en Île-de-France, c'est des fois pour reproduire Paris. À moindre coût. Et ça s'explique là encore par des raisons sociologiques. C'est-à-dire que 70% des entreprises d'audiovisuel, donc là je ne parle même pas juste du long métrage, mais de l'audiovisuel en général, sont situées à Paris. 83% des salariés de l'audiovisuel sont en Île-de-France aussi. Donc en fait, il y a un très fort parisianisme. Et en plus, dans ce parisianisme, c'est un parisianisme très, très bourgeois. Dans le livre, tu abordes aussi les comédies populaires et la manière dont, finalement, on pourrait se dire,
elles permettent aussi au regard bourgeois d'être satisfait, alors que pourtant ils sont souvent la bourgeoisie ou l'élite française est souvent très critiquée avec les comédies populaires, mais au final ça rentre quand même dans leur schéma et c'est peut-être ce qui explique parfois leur succès et malgré le fait qu'on puisse penser que ça va contre leur manière de penser, finalement ça rentre quand même dans leur schéma. Ouais, en fait, là, c'était la comédie française populaire, c'est un sujet un peu compliqué parce que moi, je voulais pas tomber dans cet écueil de mettre en opposition la grosse comédie populaire et le film d'auteur. Le film d'auteur étant soi-disant bourgeois et la comédie forcément populaire. Enfin, à mon avis, c'est plus compliqué que ça. Du coup, j'essaie de m'interroger un peu à ce sujet parce que c'est vrai qu'il y a un mépris de la bourgeoisie pour ce type de comédie qui est très fort. C'est même un truc de distinction, quoi. Genre, on l'avait vu à l'époque de Bienvenue chez les Ch'tis, il y avait tout un discours de se moquer des gens qui aimaient, etc. Donc, qui a jamais cessé. Et pourtant, en fait, c'est des films qui ont des gros succès populaires, Les Tuches, Chasse gardée, etc. Et qui, des fois, se moquent même des classes populaires. Donc, il y avait un peu un nœud à réfléchir. Il y a plusieurs explications à ça, je pense. Bon, déjà, les gens sont peut-être contents de voir des films qui se passent dans leur milieu. En fait, malgré tout, il y a des personnages qui sont assez valorisants à chaque fois. Il y a aussi un sens de la dérision, je pense, comme partout, quoi, dans les classes populaires aussi. Enfin, ça se va de se moquer un peu de son voisin, etc. Et après, il y a peut-être une raison pour le coup, moins chouette. C'est, je pense que des fois, se moquer, en fait, ça reprend un peu la structure des discours racistes et de leur fonction. C'est-à-dire se moquer un peu des plus dominés que soi pour se valoriser soi-même, quoi. Ça, je pense que ça peut jouer aussi un petit peu dans l'explication. Et justement, en parlant de discours racistes, tu prends l'exemple, même si on en a beaucoup parlé, mais de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, et t'expliques au final que la morale de cette histoire ne va pas forcément dans le bon sens, en tout cas. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, bon, c'est juste qu'au final, tout le monde est critiqué sur ses petits défauts, les minorités raciales, comme le personnage de Christian Clavier, et à la fin, tout le monde est d'accord, quoi. Donc en fait, c'est une critique très légère, très bon enfant, mais qui va pas très loin sur ce que c'est le racisme en France, sa fonction et sa prédominance, qui n'est pas faite d'ailleurs que de stéréotypes et de clichés, qui est une vraie structure sociale, quoi. Quels films en fait quelles histoires ne sont finalement jamais vraiment racontées en fait dans le cinéma français dû à ce regard de bourgeois ? Alors, il y a en fait quasiment les vies de la plupart des gens qui sont dominés socialement. Il y a des petits progrès de haute lutte dans la représentation des femmes. On le voit ces dernières années depuis MeToo. En revanche, par exemple, quand on regarde, il n'y a pas de différence au niveau socio-économique, c'est-à-dire que les femmes qu'on représente, même si on a un petit peu plus qu'avant, restent en fait autant des CSP+ que les hommes. Il y a à peu près, il y a assez pareil, le fait que le film de banlieue soit devenu un genre à part entière, c'est donc un faux genre. Ça consiste uniquement à filmer des personnes noires et arabes des quartiers populaires, c'est ça qu'on appelle le film de banlieue. Bon, on voit bien que le fait que ce soit un genre à part entière, ça veut dire qu'ils sont quand même assez absents encore. Ouais. De la même façon, toutes les vies fondées sur la répétition, je reprends une citation d'Alice Zenitter, en fait, sont assez peu représentées. Donc en fait, les travailleurs, les classes populaires, voilà. Tu parlais des films de banlieue qui est un genre à lui tout seul, mais qui aussi, on l'a dit un peu tout à l'heure, a ses limites. Et parfois, on trouve que dans le cinéma français, il y a quelques exceptions, mais on filme les gens issus de ces quartiers populaires toujours dans des histoires très particulières. On n'est pas forcément dans des histoires un peu universelles. Après, qui décide de ce qui est universel sera peut-être ma prochaine question. Mais en fait, c'est vrai que c'est très rare. Et dans le livre, récemment, il y a un film qui est sorti qui s'appelle L'amour est surcoté et que j'ai vu, que j'ai apprécié, mais donc j'étais content que ce film-là, tu ne l'égratines pas trop. Mais voilà, qu'est-ce qu'il a de différent des autres, justement, sur ce thème de film, entre guillemets, même si c'est pas un film de banlieue pour le coup, ouais. Mais qu'est-ce qu'il a, ce film ? À la fin du livre, j'essaie quand même de dessiner plein de propositions qui essayent d'échapper à ce regard bourgeois, et parmi les différentes manières de le faire, il y a une manière de faire qui est juste de situer son action avec des personnages ou dans les lieux des classes moyennes, des classes populaires, de la banlieue, mais sans que ce soit le cœur du sujet. Rose Lamy, dans Ascendant Beauf, elle explique bien qu'en fait, quand ça se passe pas à Paris, souvent,
carrément que le territoire est au centre du sujet. Bon, en l'occurrence, le film se passe en grande partie à Paris, mais c'est un film qui a des personnages des quartiers populaires, des personnages noirs arabes, mais c'est pas le sujet du film. C'est un film qui parle de la vie, quoi, en général, quoi, de l'amour, du deuil, etc. Donc ça, je trouve que c'était chouette, quoi. C'est un peu ça qu'on a envie de voir, en fait, soit découvrir des vies qu'on connaît pas, soit voir aussi des vies qui nous ressemblent un petit peu, quoi. Et justement, toujours dans ce chapitre-là, quelles sont les autres perspectives, les possibilités? Comment on peut faire aujourd'hui un cinéma populaire ou dit social qui sorte de ce regard bourgeois? Bah, comme je l'ai dit un peu avant, pour moi, c'est quand même lié à un certain niveau de conflictualité dans la société en général. Maintenant, il y a quand même, j'essaie quand même de citer un peu des pistes. Bon, on l'a dit, il y a des cinéastes qu'on rapporte déjà très critiques à la bourgeoisie, au capitalisme. On a cité Bong Joon-ho, etc. Il y a des cinéastes qui essayent d'inscrire leur récit dans d'autres milieux sociaux, sans que ce soit forcément le cœur du sujet. On a dit l'amour, c'est surcoté, mais je cite par exemple The Snapper, un film que j'aime bien de Stephen Frears, qui se passe dans la banlieue populaire de Dublin. Et bon, c'est autour d'une grossesse non désirée. Le sujet n'est pas les classes populaires à proprement parler. Après, il y a aussi un cinéma que je qualifie un peu de populisme, mais dans le bon sens du terme, pas de manière péjorative. C'est-à-dire des films qui essaient un peu d'héroïser les classes populaires, les travailleurs. Là, je pense par exemple à Discount de Louis-Julien Petit, qui est un film où c'est des travailleurs de supermarché qui s'organisent pour résister à leur direction, voler des produits, faire une coopérative pour distribuer de la bouffe gratuitement aux gens qui en ont besoin. C'est un film qui est filmé un peu comme un thriller, quoi. Je veux dire, c'est un peu sexy, quoi. C'est un peu chouette. Il y avait Logan Lucky aussi de Steven Soderbergh, un peu dans le même esprit. Voilà, moi, ça me semble un peu des pistes pour... ou alors avoir un rapport un peu de réalisme aussi, c'est-à-dire se documenter réellement, essayer de vraiment... voilà, c'est peut-être ça, c'est peut-être un cinéma qui est peut-être moins grand public, mais il y a des cinéastes qui s'y essayent vraiment. Là, je cite pas mal les Dardennes. Je pense peut-être pas tout le cinéma des Dardennes, mais certains films quand même où il y a vraiment un intérêt pour s'intéresser à ce que c'est les conditions de vie des travailleurs, des classes populaires. Il y avait justement une époque, on le voit un peu moins maintenant, en tout cas peut-être c'est moi qui suis moins le cinéma entre guillemets, mais Robert Guédiguian aussi qui essayait justement, là justement c'était rarement tourné à Paris, c'est souvent tourné dans le sud de la France, là d'où il vient, de montrer autre chose justement, une réalité qui semblait plus proche du réel que ce qu'on peut voir par ailleurs. Dans le regard bourgeois, il y a un élément que j'ai oublié d'aborder, c'est aussi que parfois il façonne la manière dont le cinéma étranger peut se faire. Et tu prends l'exemple du cinéma iranien, qui est, tu dis qu'il y a de très bons films, mais qui parfois tombe dans ce qu'on attend de la bourgeoisie européenne, peut attendre parfois, notamment pour les festivals, attendre un certain type de cinéma. Oui, en fait, dans le livre, je ne parle pas tant du cinéma français que du cinéma qu'on voit en France, qui en fait n'est pas exactement la même chose. C'est pas non plus la même chose que le cinéma en général, parce qu'il y a plein de types de films qu'on ne voit pas. Par exemple, le cinéma nigérian, le Nollywood, bon, on y a peu accès. Le Bollywood, le cinéma indien, on n'y a pas accès, alors que c'est parmi les plus grosses productions au monde. En fait, on a accès à ce qu'on appelle le cinéma du monde, donc quelque chose qui pareil, qui fait un peu rien dire, qui sont en gros les films qui ne sont pas les films d'auteur européens et qui ne sont pas les films américains. Et en fait, c'est plutôt une catégorie de production et de distribution. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, pas mal des films étrangers qu'on voit sont en fait des films français, c'est-à-dire coproduits avec la France, distribués via les festivals internationaux, auxquels les habitants des pays en question n'ont même pas accès ou très peu. Ça ne veut pas dire du tout que c'est des mauvais films, il y a plein de films super. Je prends en l'occurrence l'exemple du cinéma iranien, mais j'aurais pu en citer d'autres. Bon, aujourd'hui, de parler de cinéma iranien, c'est un peu en décalage, parce que c'était pas encore le cas quand j'ai écrit le livre, mais bon, là, il y a des massacres atroces, voilà, 30 000 manifestants tués, donc je fais un petit peu attention quand j'en parle, mais en gros, même dans le cinéma iranien, même avec des très bons films, on a en fait là, je cite en fait un article de Marmar Kabir dans Orient 21, qui elle-même cite un critique iranien qui s'appelle Reza Kass, et qui montre que dans le cinéma iranien auquel on a accès, il y a une surreprésentation des classes moyennes occidentalisées, il y a une focalisation sur la critique sociale, une focalisation sur les grandes villes, ce qui veut dire qu'en fait, in fine, on a un cinéma... En pensant qu'on se confronte à l'altérité, on va quand même vers ce qui nous ressemble, quoi. Oui, et pour le cinéma populaire, tu proposes quelque chose
qui, pour sortir de ce regard bourgeois, en tout cas pour analyser les films, parce que ce qui est très intéressant dans ton livre, c'est que tu permets aussi d'avoir une certaine grille d'analyse des films, en fait. Tu permets, avec les remarques que tu peux faire, les critiques que tu peux apporter, de regarder les films d'une certaine manière. Et sur la fin, tu parles de l'échelle de Bechdel. Donc la dessinatrice Alice Bechdel, Alison, je crois. Alison Bechdel, qui avait fait une échelle de films pour voir, justement, c'est les films qui parlent souvent des hommes, que des hommes et ainsi de suite, et qui avait établi un tableau comme ça pour repérer, voilà, comment on peut voir si un film est plus ou moins féministe, entre guillemets, même si c'est pas le féminisme qu'on regarde, c'est savoir si vraiment l'intrigue tourne toujours autour des hommes. Et toi, tu essaies de faire la même chose pour le cinéma dit social, je pense, ou pour le cinéma qui s'intéresse aux classes populaires. Ouais, en fait, je le fais. Elle a fait c'est un peu dans la lignée des travaux sur le male gaze, et elle fait un test, effectivement, où elle s'intéresse à faire un petit test pour savoir s'il y a une forte centralité masculine dans le récit. Et moi, j'ai essayé, ça m'avait été suggéré par une des premières personnes avec qui j'avais parlé du projet de livre. J'ai essayé de faire la même chose, de faire un petit test de Bechdel, mais appliqué à la centralité de la bourgeoisie. Donc ça passe par plusieurs choses. Est-ce que ça se passe dans des espaces bourgeois, oui, non? Est-ce que c'est autour d'enjeux typiquement bourgeois? Est-ce qu'il y a une absence de personnages de classe populaire ou de classe moyenne avec une subjectivité développée? Et voilà, et si on répond oui ou non en fait, à ces questions, on arrive à peu près à savoir où on se situe, quoi. Et justement... une absence des contraintes, enfin des enjeux spécifiquement matériel aussi, c'est le quatrième. La postface du livre est faite par Alice Zeniter. Ça t'a fait plaisir, j'imagine. Ouais, ça m'a fait très plaisir. Je l'ai beaucoup remercié. Enfin, Alice Zeniter, donc, elle avait écrit un livre qui s'appelle Toute une moitié du monde, où elle réfléchissait du coup à la représentation et à l'absence en fait des femmes dans l'art et la littérature. Et elle citait notamment le bourgeois gaze. C'est comme ça qu'on a échangé et qu'elle a accepté gentiment de faire cette postface. Et pour terminer, si le cinéma français était vraiment populaire, au sens où tu peux le décrire, ça ressemblerait à quoi, en fait? Qu'est-ce qu'on verrait un peu plus? Qu'est-ce qu'on verrait mieux? Qui réaliserait? Je sais pas, on est dans un monde rêvé. Hein. Entre guillemets, quel profil, je veux dire? Je pense déjà on essaierait d'avoir des réalisateurs qui viennent un peu plus d'autres milieux sociaux. Aujourd'hui, c'est 10% des réalisateurs qui viennent de milieux ouvriers employés, alors que ça représente à peu près un peu plus de 40% de la population, quasiment la moitié. Donc on aurait déjà une plus forte représentativité. Et je pense que ça amènerait du coup à d'autres enjeux narratifs. Ça se situerait dans d'autres milieux. On aurait des films qui se passent pas que beaucoup plus dans d'autres villes, beaucoup plus à Marseille, beaucoup plus dans la ruralité. Beaucoup plus dans les petites et moyennes villes. On verrait plus de personnages issus de milieux populaires, on verrait plus de travailleurs. Voilà, moi, un cinéma. En fait, avoir un peu plus de diversité, disons, ce serait ça qui serait intéressant. Et tu y crois? Tu penses que c'est possible après avoir mené ton enquête, ou en tout cas avoir analysé tout ça? Tu penses qu'il y a des chemins par lesquels tout ça peut passer, malgré tout, dans ce système où c'est très centralisé autour d'un seul regard? Là, aujourd'hui, je pense que c'est plutôt à la marge, mais on voit par exemple que le mouvement des Gilets jaunes avait d'abord fini par percer un petit peu le mur médiatique, la question des violences policières, etc. Dans le cinéma, là, il y a de plus en plus de films qui commencent à traiter de ce sujet, à les mettre en scène. Il y a le dernier film de Dominique Moll, par exemple. Je pense que Dossier 137, je crois. Ouais, c'est ça. On voit qu'il se passe quand même des choses, et je pense que c'est un peu par là que ça passe, quoi. En fait, ça finit par percer une sorte de mur du cinéma aussi. En tout cas, merci beaucoup, Rob Graham. Je rappelle ton livre Bourgeois Gaze, la domination de classe au cinéma. Je le conseille, je le dis pas parce qu'il est là, je le dis parce que je l'ai lu et que j'ai trouvé ça super intéressant. Que ça peut permettre à tout un chacun qui s'intéresse un peu aux films de pouvoir les regarder avec un autre regard, justement, les analyser un peu différemment. Et en plus, il ne fait pas culpabiliser, parce que tu le dis assez vite dans le livre, il faut, même si on aime l'inspecteur Harry, il faut être quand même capable de comprendre que la lecture, enfin, une des manières de lire ce film, c'est que c'est quand même assez... Il y a beaucoup d'idées d'extrême droite, c'est ça que tu dis, non? Oui, c'est ça. En fait, ce que j'essaie de dire, c'est qu'un film bourgeois n'est pas forcément un mauvais film. C'est simplement... ça, c'est une grille d'analyse. Moi, je ne suis pas critique de cinéma. Hein. Je ne cherche pas à dire qu'un film est mauvais ou bon. J'essaie de voir qu'il y a des biais sociaux dans ces films, et des fois des biais politiques. Dans Inspecteur Harry, on a le droit d'aimer Inspecteur Harry si on veut. Il faut juste voir que c'est un film avec des biais racistes extrêmement forts. Voilà, c'est un exemple. C'est pas pour faire la leçon. Si vous avez le droit d'aimer tous ces films-là, il n'y a pas de souci. C'est juste essayer d'avoir une grille d'analyse sur cette socialisation du cinéma, quoi. Merci beaucoup. Je vous conseille une fois de le lire, et ça a fait du bien. Merci à vous d'avoir suivi ce numéro d'OZAP. Je vous laisse en
compagnie de mes autres camarades sur nos différentes émissions, sur les antennes du média. Vous pouvez retrouver donc sur le canal 165 de la Freebox, sur l'application Molotov, sur YouTube, le média ou le média 24/7 et sur notre site internet. Bonne journée à vous sur le média.